Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Indian Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est de regarder cette émission, de liker, de partager et de commenter. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, Lasha Kasradze. Lasha est analyste en relations internationales, spécialiste du Caucase du Sud et des anciennes républiques soviétiques. Lasha, bienvenue dans India and Global Left. Merci beaucoup de m'avoir invité. Évidemment, c'est la première fois pour moi, donc c'est un honneur. Merci encore de m'accueillir. Bien sûr. Je souhaite approfondir la question du Caucase du Sud, qui comprend 3 pays, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et l'Arménie. Mais avant de vous poser des questions plus précises, pourriez-vous présenter brièvement ces 3 pays à nos téléspectateurs, afin que ceux qui ne sont pas très familiers avec la géopolitique de la région puissent mieux comprendre la suite de la conversation? Bien sûr. Donc la région du Caucase du Sud est composée de 3 pays, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie. Ils faisaient tous partie de l'ancienne Union soviétique, qui comptait au total 15 républiques. Les républiques du Caucase du Sud, celles que je viens de mentionner, faisaient partie de cette union. En 1991, comme tout le monde s'en souvient, l'Union soviétique s'est effondrée et toutes les républiques, y compris celles du Caucase du Sud, ont obtenu leur indépendance. Évidemment, je simplifie en raison des contraintes de temps que nous avons actuellement, afin de rester aussi simple et concise que possible. Je dirais simplement que depuis l'indépendance, même si l'on considère qu'il s'agit d'un même espace géopolitique, appelé le Caucase du Sud, les politiques étrangères des 3 républiques ont divergé. La Géorgie, dès le premier jour, depuis l'effondrement de l'Union soviétique et la victoire de l'Occident collectif dans la guerre froide, a choisi une politique étrangère pro-occidentale. Pour l'Azerbaïdjan, qui est aujourd'hui l'État le plus puissant et le plus capable du Caucase du Sud, il a joué un jeu d'équilibre, plus ou moins. Dans les premiers temps après l'effondrement de l'Union soviétique, il avait un président, j'ai un trou de mémoire sur son prénom, mais son nom de famille était Elchibey, qui menait une politique étrangère pro-occidentale. Le pays était en gros divisé, et c'était une sorte de politique étrangère, je ne veux pas dire radicale, mais assez intense, orientée vers l'Occident. Ensuite, avec l'arrivée de la famille Aliyev à la tête de l'Azerbaïdjan, Aliyev père, M. Aliyev a adopté une approche très pragmatique à la fois envers l'Occident et envers la Russie. Il a ralenti cette approche obsessionnelle et extrême d'une politique étrangère pro-occidentale et a fait preuve de plus de pragmatisme envers la Russie, une approche davantage fondée sur la realpolitik, si l'on veut, concernant les ambitions de l'Azerbaïdjan de naviguer dans l'ère post-soviétique sans choisir d'extrême, que ce soit sur le plan idéologique ou en matière de politique étrangère. L'Arménie, depuis la fin des années 1980 et après son indépendance à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique, a toujours été sous le parapluie de sécurité collective de la Russie et a constamment aligné sa politique étrangère sur celle de la Russie. La Géorgie, comme je l'ai mentionné plus tôt, a toujours été une république très intensément pro-occidentale. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, ce pays a choisi de manière très idéaliste, faute d'un meilleur terme, de poursuivre son avenir stratégique dans l'espoir de s'unir à l'infrastructure économique et sécuritaire de l'Occident, à savoir l'Union européenne et l'OTAN. Au début des années 90, il a également connu des guerres civiles et un regain de nationalisme. Et c'est à cette époque
parallèlement à l'effondrement imminent de l'Union soviétique, que Washington, sous George Bush père, observait la situation. Les élites politiques de Washington surveillaient de très près ce qui se passait à la périphérie de l'Union soviétique, afin d'éviter que tout élan ou sentiment nationaliste ne vienne perturber le processus de collaboration avec Gorbatchev pour en quelque sorte faire tomber l'Union soviétique. Car même si cela s'est produit très rapidement, il est assez sûr de dire que les experts, les politiciens et les observateurs commençaient à comprendre que l'Union soviétique allait s'effondrer tôt ou tard. Et ils surveillaient de très près afin d'éviter toute éruption de mouvements nationalistes extrêmes. Car ces petites républiques commençaient à percevoir la fin de l'Union soviétique et commençaient à utiliser ce potentiel pour faire avancer leurs intérêts vers l'indépendance. C'était donc une période de bouleversement politique. C'était bien sûr de la géopolitique, comme toujours. Et puis il y a eu l'émergence de l'unipolarité des États-Unis, alors que les choses évoluaient progressivement vers l'effondrement de l'Union soviétique. Tout était en mouvement. Ainsi, la Géorgie connaissait ces sentiments nationalistes extrêmes sous Gamsakhourdia, que le peuple géorgien vénère et respecte encore énormément aujourd'hui, bien que certaines erreurs aient été commises. Cela faisait partie des préoccupations à Washington et peut-être dans une moindre mesure en Occident. Une inquiétude qui s'accompagnait de l'idée suivante. Assistons-nous à une sorte de bouleversement politique, extrémiste et nationaliste, alors que nous essayons de démanteler l'Union soviétique ou d'y instaurer la démocratie grâce à Gorbatchev? Et vous savez, en gros, Gamsakhourdia a été renversé au début des années 90. Des théories circulent évidemment sur le fait qu'il a été renversé, il était un président démocratiquement élu, et jusqu'à aujourd'hui, il existe des théories et des opinions selon lesquelles il aurait été renversé par Washington, en quelque sorte, peut-être en collaboration avec le Kremlin, parce qu'il ne voulait pas de ce genre d'obstacles sur la route de l'Occident, en particulier des États-Unis, vers leur objectif de collaborer avec Gorbatchev pour faire tomber le mur, pour ainsi dire. Et donc, ironiquement, à la veille de l'effondrement de l'Union soviétique, nous avons vu, même si les gens à l'époque ne s'en rendaient pas compte, une ingérence de l'Occident dans sa manière habituelle de renverser les régimes qu'il n'aimait pas, même s'il s'agissait d'un président démocratiquement élu, Gamsakhourdia. Je crois que c'était 87 ou 88% de la population qui l'avait élu. Et pourtant, juste après, ou en amont de l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis étaient déjà, vous savez, plutôt bellicistes à l'égard de ce type de dirigeants, ne voulant pas qu'ils compliquent les choses avec leur travail de démantèlement de l'Union soviétique, avec leur collaboration avec Gorbatchev pour atteindre cet objectif. Avançons rapidement de plus de 30 ans, et aujourd'hui, nous continuons évidemment à voir les trois républiques indépendantes. Mais vous savez, le mot indépendant a dans ce cas précis plusieurs dimensions, si l'on peut dire. La Géorgie, comme vous le savez, voit 20% de son territoire occupé par la Russie. Nous savons tous que le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie au sujet du Haut-Karabakh a une longue histoire, qui s'est finalement achevée en 2023 avec la prise de contrôle du Haut-Karabakh par Bakou, une région reconnue internationalement comme faisant partie intégrante de l'Azerbaïdjan, reprenant ainsi cette région à Erevan, ou du moins à la manière dont Erevan revendiquait cette région comme sienne. Tandis que la Russie n'a pas levé le petit doigt dans ce processus. Cela a constitué une rupture radicale avec sa politique étrangère traditionnelle dans la région
qui consistait à jouer sur les deux tableaux en fournissant des armes aux deux camps. La raison en était essentiellement de maintenir une politique de diviser pour mieux régner, de conserver ces frontières divisées au sein de ces républiques, afin de rendre l'effondrement de l'Union soviétique aussi difficile et sanglant que possible en cas de bouleversement. C'était une mise en place sous Staline, dans le cadre de la planification soviétique, de la planification de la politique étrangère soviétique, et après l'effondrement de l'Union soviétique, cette politique est devenue évidente. Dans le cas de la Géorgie en particulier, même s'il y avait beaucoup de discussions sur une éventuelle adhésion de la Géorgie à l'OTAN, cela n'a pas pu se faire précisément à cause de ces ruptures à l'intérieur de ces frontières qui avaient été instaurées à l'époque soviétique. Même si, d'un point de vue analytique, la chaîne historique remonte plus loin. Lorsque la Russie tsariste, lorsque l'Empire russe a repris certaines régions de l'ouest de la Géorgie en battant l'Iran dans la région, mais c'est une longue histoire. À l'époque soviétique, l'un des principaux objectifs de cette mosaïque de frontières et d'ethnies installées au sein de ce qu'ils appelaient les populations titulaires. Donc les Géorgiens en Géorgie étaient considérés comme la population principale, tout comme les Arméniens en Arménie, les Azerbaïdjanais en Azerbaïdjan. Mais ensuite, il existait ce genre de division périphérique au sein de ces principaux groupes ethniques respectifs, ce qui rendait en fait beaucoup plus difficile l'éclatement de l'Union soviétique et permettait à Moscou de maintenir son contrôle sur ces régions. Jusqu'à aujourd'hui, plus ou moins, je dirais que cette politique a été utilisée à son avantage. Nous le voyons aujourd'hui en Géorgie. Lorsque l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie ont été reconnus en 2008, après l'invasion de la Géorgie par la Russie, comme des États indépendants à l'intérieur de la Géorgie. Il s'agit donc vraiment d'une politique étrangère efficace et paralysante pour ces petits États, qui a en quelque sorte freiné leur développement, leurs ambitions en matière de politique étrangère, pour ainsi dire. Voilà donc, en résumé, table stable des trois pays qui composent la région du Caucase du Sud. J'espère que ça vous est clair. Absolument. Je veux dire, je pense que c'était exactement ce que je cherchais. Car il est important de comprendre cette politique des grandes puissances, l'Occident d'un côté et la Russie de l'autre. Il est important de comprendre la transition post-soviétique dans ces régions et comment le nationalisme et dans une certaine mesure le libéralisme et différents projets politiques se sont entremêlés avec la géopolitique dans cette région. Je voudrais justement aborder l'impact de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur ces régions et la manière dont elle a provoqué des changements géopolitiques. Et dans la mesure où l'on peut parler de changements, j'aimerais que vous m'en disiez plus à ce sujet. Mais si je peux poser une question supplémentaire avant cela, qu'en est-il des divisions internes entre les partis au pouvoir et les partis d'opposition concernant leurs attitudes envers l'Occident et la Russie? Je veux dire, la compréhension de base est qu'en Arménie, par exemple, on disait que Pachinian était généralement plus pragmatique envers la Russie, même si, pendant la guerre au Haut-Karabakh, il n'a pas vu beaucoup de soutien de la part de la Russie et s'est tourné vers l'Occident. Mais le parti d'opposition, le Parti républicain d'Arménie, est plus pro-occidental. De même, en Azerbaïdjan, on peut dire, où il est dit, qu'Aliyev a été généralement plus pragmatique, bien qu'il y ait eu un changement et que les partis d'opposition sont pro-occidentaux. Et en Géorgie, il me semble que les partis d'opposition sont plus pragmatiques envers la Russie. Quelles sont ces divisions? Sont-elles significatives en ce qui concerne leur vision de l'Occident et de la Russie?
Oui, je dirais que la Géorgie est la plus radicalisée en termes de politique intérieure et de division. Je dirais aussi que ces divisions sont devenues flagrantes plus tard. Je dirais que depuis 2003, alors que l'Union soviétique s'était déjà effondrée, il y avait un sentiment de bien plus grande cohésion au sein de la société géorgienne autour de l'idée que la Géorgie devait rejoindre l'Occident. Il y avait une approche cohérente envers ce tout nouveau monde, si l'on veut, que la Géorgie était censée rejoindre sans équivoque. Oui, il y a eu une guerre civile en Géorgie. Oui, le nationalisme a joué un rôle dans la division de la société dans une certaine mesure. Mais il n'y avait pas ce genre de touche néolibérale que nous avons commencé à observer progressivement après 2003. Pendant la période Gamsakhurdia, au début des années 1990, le mouvement pour l'indépendance en Géorgie avait une approche socio-culturelle différente. Il s'agissait principalement de l'indépendance de la Géorgie en tant qu'État, en tant que groupe ethnique, les Géorgiens souhaitant leur liberté face à la domination soviétique. Ce mouvement d'indépendance avait donc, je dirais, une raison philosophique plus profonde. L'idée que la Géorgie méritait de devenir un État libre, hors de la poigne de la tyrannie soviétique. Le peuple géorgien le méritait, et les Géorgiens avaient le droit de tracer leur propre avenir indépendant. Avançons un peu et permettez-moi de mentionner Shevardnadze. Lorsque Gamsakhurdia a été renversé, Shevardnadze est arrivé. Il était un ancien chef de la politique étrangère de l'Union soviétique, un homme politique habile et très talentueux, que Gorbatchev respectait et avait en quelque sorte promu au poste de ministre des Affaires étrangères, pour ainsi dire, ou de chef de la politique étrangère de l'Union soviétique. Et puis, après l'effondrement, après la guerre civile et le renversement de Gamsakhurdia, il est arrivé, ou plutôt ceux qui ont renversé Gamsakhurdia l'ont fait venir, évidemment avec un immense soutien de Washington, car Washington percevait Shevardnadze comme l'un des derniers des Mohicans, si l'on peut dire, de cette ère post-guerre froide, aux côtés de Gorbatchev, qui avait contribué à faire tomber la menace soviétique, l'Union soviétique. Il bénéficiait donc d'un énorme capital politique à Washington et à Bruxelles. Il l'a utilisé dans une large mesure, je dirais, de manière stratégique, pour placer la Géorgie sur la carte de l'Occident, en mettant en œuvre des projets géoéconomiques très nécessaires, à commencer par la mer Caspienne et Bakou, en Azerbaïdjan bien sûr, qui utiliserait le territoire géorgien comme lien entre l'Est et l'Ouest pour transférer le pétrole et le gaz vers l'Europe. Ainsi, ces projets géoéconomiques ont vraiment placé la Géorgie sur le radar de l'Occident. BP est arrivé au début des années 90. BP y est toujours. Washington a donc injecté de l'argent et a continué à apporter un soutien ferme dans le but d'éloigner la Géorgie de la Russie, qui, soit dit en passant, s'impliquait dans ces guerres brutales dans le Caucase du Nord, sans parler de la politique économique désastreuse de la Russie. La soi-disant thérapie de choc des marchés privés et libres exportés de l'Occident vers Moscou, qui a pratiquement mis la Russie à genoux peu après l'effondrement de l'Union soviétique. C'était donc une période extrêmement chaotique pour Moscou, qui essayait de survivre en tant qu'État. C'était évidemment une puissance nucléaire. Et il y avait aussi cette crainte. Jusqu'où la Russie allait-elle être poussée avant de décider d'utiliser des armes nucléaires? Une sorte de ripple at Sturgeon. C'était donc une sorte de mélange de toutes ces pensées, opinions, prévisions et analyses qui envisageaient divers scénarios sur la direction que prenait la Russie, celle que prenait le Caucase du Sud, celle que prenaient les républiques du Sud. C'était donc une sorte de mosaïque de confusion géopolitique. Et de cette confusion est née la stabilité relative de Shevardnadze, qui a permis à la Géorgie de se stabiliser.
Mais le régime de Shevardnadze est devenu extrêmement corrompu et inefficace. La situation s'est tellement dégradée qu'un profond mécontentement et une désillusion interne, touchant une grande partie de la population, ont fini par jouer un rôle dans la révolte contre Shevardnadze, bien sûr avec l'aide de Washington. Et ces fameuses scènes où James Baker, le vieil ami de Shevardnadze, est venu en Géorgie, où ces conversations avec Shevardnadze, au cours desquelles il lui a essentiellement dit qu'il devait démissionner, restent encore fraîches dans la mémoire collective de la société géorgienne. Et les États-Unis, mais jusqu'à la dernière minute, j'attendais de voir ce que Shevardnadze allait faire. Puis, après qu'ils ont essentiellement décidé qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour Shevardnadze de continuer, il a dû démissionner. Ensuite est arrivée cette sorte de jeune élite politique néolibérale, énergique et radicale formée en Occident, avec leur système d'ONG, leur infrastructure d'ONG, qui agissait comme s'ils savaient tout, comme si la Géorgie devait être relancée à partir de zéro, comme si le passé n'existait plus dans tous les domaines, socio-culturels, géopolitiques, économiques. Tout cela devait donc disparaître, et ces nouveaux venus étaient censés inaugurer la nouvelle ère de modernisation et de développement de la Géorgie. Et la Russie se redresse et devient de plus en plus puissante désormais. Exactement. Et pendant ce temps, la Russie, enfin, Poutine est déjà au pouvoir, vous savez, mais la Russie reste faible. Elle peine encore à se remettre de la récession de ces deux guerres de Tchétchénie. Poutine doit faire face à l'inefficacité de l'État russe et ils observent de très près ce qui se passe dans le Caucase du Sud, à Tbilissi, en Géorgie. Et puis nous connaissons tous l'agenda de la liberté, le programme néoconservateur et néolibéral mené par l'administration de George W. Bush, évidemment soutenu par Dick Cheney, Condoleezza Rice et d'autres néoconservateurs, Tory Nuland, bien sûr. Et vous savez, les choses ont commencé à devenir tellement tendues, le climat politique est devenu si étrange qu'il a atteint son apogée, sa fin tragique en réalité, en août 2008, lorsque la Russie a envahi la Géorgie et a connu l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud comme États indépendants. Avant cela, Shevardnadze avait habilement maintenu un équilibre délicat entre Tbilissi et Moscou, préservant ainsi la politique de non-reconnaissance de ces territoires qui ont toujours appartenu à la Géorgie. Sous Saakashvili, Mikhail Saakashvili, le soi-disant chouchou de l'agenda néoconservateur de Washington, la Géorgie a essentiellement perdu ses territoires. Elle les avait déjà perdus, mais cela résultait de l'ingérence de la Russie dans la politique géorgienne depuis la fin des années 1980 et le début des années 1990. Mais cette fois-ci, son approche maladroite envers Moscou, dans l'espoir que l'Amérique viendrait sauver la Géorgie et l'intégrer à l'OTAN, s'est retournée contre lui. La situation est devenue si grave que la Russie a reconnu ces deux régions comme des États indépendants, affaiblissant encore davantage la position géopolitique de la Géorgie dans la région et ironiquement l'éloignant encore plus de toute perspective d'adhésion à l'OTAN. Oui, donc je voudrais aborder l'impact de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur ces trois régions. De manière générale, on observe une inclinaison vers l'Occident. C'est du moins ce qui semble évident. Vous pouvez apporter plus de nuances sur ce qui se passe réellement. Ma question précise est la suivante. Dans ce moment où la Russie projette très directement sa puissance, en affirmant qu'elle ne tolérera pas ce type d'intervention dans son voisinage, qu'elle pourrait encore accepter l'adhésion des pays nordiques à l'OTAN, mais qu'elle n'acceptera certainement pas cela en Ukraine, ni non plus dans le Caucase du Sud. Soyez prudents. Et quelle est la réponse? Parce qu'on a vu en Arménie et en Géorgie des demandes d'adhésion à l'UBMMRCOA, puis des rétractations ou des reports jusqu'en 2028 en Géorgie.
Quels sont les changements que vous observez dans ces trois pays à la suite des récents événements entre l'Ukraine et la Russie? Oui, je me suis un peu écarté du sujet, revenant brièvement sur l'histoire, mais pour répondre précisément à votre question, la guerre de 2008 a été à mon avis une conséquence directe de ce que vous venez de mentionner, à savoir cette division entre l'intégration de cette région à l'OTAN et à l'Union européenne, ou son rapprochement avec elle et l'opposition de la Russie, n'est-ce pas? Ainsi, la Géorgie a été la première république de la sphère post-soviétique à subir le courroux de la Russie, encore une fois, dans la sphère post-soviétique. Ensuite, il y a eu 2014 en Ukraine. Fondamentalement, la logique était la même. Pas d'élargissement de l'OTAN, pas d'adhésion de l'Ukraine à cette organisation. C'était la demande du Kremlin. Et nous nous souvenons tous du sommet de Bucarest, le sommet crucial de 2008, où Poutine a essentiellement déclaré « ça suffit, nous n'allons pas permettre une troisième vague d'élargissement de l'OTAN vers nos frontières ». Ensuite, il entre en Ukraine en 2014, annexe la Crimée, et la suite appartient à l'histoire. C'est le genre de projet néoconservateur et néolibéral qui visait à affaiblir la Russie par son flanc traditionnel, le Caucase du Sud, la partie occidentale de la Russie, les territoires de l'Ouest, l'Ukraine, et à descendre par le Caucase du Sud dans le cadre d'un projet stratégique, si l'on veut, pour affaiblir et faire s'effondrer la Russie, et la ramener au début des années 1990. Avant cela, la Géorgie devenait lentement obsédée. Je dirais que les partis politiques géorgiens, l'élite et la culture politique en Géorgie dans son ensemble devenaient lentement obsédés par l'idée que l'Amérique de George W. Bush allait s'occuper de la Géorgie. Elle allait venir sortir la Géorgie du Caucase du Sud et en faire un membre de l'OTAN. Et ainsi, tous les problèmes seraient résolus. Et juste pour nos téléspectateurs, la Géorgie a participé à ce qu'on appelle la guerre contre le terrorisme, le projet afghan, le projet irakien. Oui. Exactement. Exactement. Et puis, lorsque la guerre de 2008 a éclaté, l'administration Bush a contribué à mettre en œuvre la politique visant à rapatrier une partie des troupes qui combattaient en Irak. Et la Géorgie, jusqu'à récemment, était encore présente en Afghanistan. Donc ce petit pays pauvre se surmenait essentiellement dans l'espoir que Washington viendrait le sauver. L'hystérie politique était telle que plus personne ne posait de questions de bon sens. Comment? Quand 20% de votre territoire est occupé par des forces russes, comment allez-vous entrer dans l'OTAN? Et aussi ridicule que tout ça puisse paraître aujourd'hui, c'était déjà ridicule à l'époque. En fait, il n'y a pas si longtemps encore. En réalité, ils pensaient que cela allait être une image réaliste de l'avenir de la Géorgie. Et la politique quelque peu radicalisée de Saakachvili a connu sa fin tragique en 2008, lorsque les gens ont commencé à comprendre que la Russie n'allait pas laisser cette région lui échapper, en particulier la Géorgie. Aujourd'hui, j'entends même et je lis certains titres sur les réseaux sociaux, sur des chaînes YouTube, des choses comme Caucase du Sud sans la Russie, surtout à la suite des développements les plus récents. Et je trouve cela absurde. Caucase du Sud sans la Russie ne signifie pas une domination russe constante et perpétuelle, mais cela veut dire que la Russie agira toujours pour protéger ses intérêts de sécurité nationale à travers l'espace géopolitique du Caucase du Sud. Et donc maintenant, avec le gouvernement actuel au pouvoir, le gouvernement du rêve géorgien, il mène une approche, ou plutôt une pratique, de politique étrangère radicalement différente, je dirais. Parce que la politique étrangère de la Géorgie, ou plutôt la position stratégique de la Géorgie en matière de politique étrangère, a toujours été pro-occidentale.
Mais en termes de pratique et d'application concrète de la politique étrangère, le gouvernement actuel du rêve géorgien, qui a été élu démocratiquement pour la 4e fois et qui est accusé de truquer les élections sans aucun fondement, évidemment, nous voyons donc la méthodologie typique de l'establishment néoconservateur. Mais vous savez, le gouvernement actuel applique une sorte de politique étrangère pragmatique, de realpolitik, en raison de leur reconnaissance du fait que, premièrement, les États-Unis ne viendront pas à leur secours, ni à celui de la Géorgie. Parce que les États-Unis n'ont aucun intérêt vital en matière de sécurité nationale ou stratégique dans la région. Ils n'en ont jamais eu. C'est le premier point. Deuxièmement, quoi qu'il arrive, la Russie agira toujours dans son propre intérêt et utilisera la force militaire. Certains des arguments que j'ai déjà entendus et que j'entends encore parfois, je ne comprends pas pourquoi ils continuent à dire cela, c'est que dès que les néoconservateurs en ont l'occasion, ils disent, vous voyez, la Russie est en train de perdre sa mainmise, son contrôle sur le Caucase du Sud. Regardez ce que l'Azerbaïdjan a fait récemment. Il résiste à la Russie. Regardez, la Turquie arrive. Vous voyez, vous êtes en train de créer une sorte de monde turcique qui comprend l'Azerbaïdjan, la Turquie, peut-être Israël, et l'Occident, et la Russie est totalement absente en termes de résistance à cela. Vous voyez le corridor de Zangezur, la Russie perd le contrôle. Pourquoi? Parce que nous voyons la Russie s'enliser en Ukraine, et donc d'une certaine manière ces récits se répètent. L'idée derrière ces récits, c'est que le moment est venu pour la Géorgie de chercher son indépendance. Et je dis non, c'est fondamentalement faux. C'est exactement la même rhétorique qui a mené la Géorgie à la guerre de 2008, lorsque la Russie a envahi et a failli mettre fin à l'État géorgien. Donc, ce genre d'arrogance, cette myopie dans la planification de l'avenir de la Géorgie, a mis en péril la souveraineté géorgienne. Et donc l'idée que la Russie ne va pas prêter attention ou va se désintéresser géopolitiquement de la région pour laisser l'Occident revenir avec ses discours sur l'OTAN, je trouve cela ridicule. C'est risible. Et cela m'amène à l'Arménie, qui se laisse séduire par ces récits occidentaux alors que fondamentalement, si l'on regarde bien, cette structure n'a pas changé pour l'Arménie. L'Arménie reste la même. Pourquoi pensez-vous que la Russie ignore plus ou moins ce qui se passe en Arménie? Parce qu'elle comprend parfaitement bien que l'Arménie n'a aucune perspective en matière de sécurité, qu'elle ne peut ni s'éloigner de la Russie, ni se placer sous le parapluie protecteur de l'OTAN. Voilà la situation à laquelle nous assistons. Mais heureusement, avec le retour de l'ordre mondial multipolaire et la fin de l'unipolarité, le gouvernement actuel du rêve géorgien a été aidé par ce processus. Ils ont compris que non seulement l'OTAN ne viendrait pas sauver la Géorgie, ni l'intégrer comme membre, mais que la Géorgie faisait également face à des pressions, une menace existentielle de la part de la Russie si elle persistait sur cette voie. Ainsi, la Géorgie, au final, a traversé d'énormes difficultés pour maintenir sa relation avec l'Occident. Je suis désolé. Tu m'entends de nouveau? Oui, je vous entends maintenant. D'accord, je suis désolé. Pouvez-vous reprendre là où je me suis interrompu?
Bien sûr. Le gouvernement du rêve géorgien a subi d'énormes pressions peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie pour ouvrir un second front. Cela a encore davantage divisé la société. Je ne saurais trop insister sur ce point, souligner à quel point la société est devenue radicalisée. Toute la classe des ONG, soutenue bien sûr par l'argent occidental, alimentait cette division et cette radicalisation. Toute personne soupçonnée, même à ce jour, on en voit encore une forme plus modérée, mais il y a 2 ou 3 ans, la radicalisation était devenue si extrême, soutenue par les ONG locales, elles-mêmes soutenues par l'argent occidental, qu'elles étaient sur le point de renverser le gouvernement. Vous avez failli voir ce gouvernement renversé. Vous voyez donc comment l'élite occidentale, disons globaliste, ou l'élite néoconservatrice, a tenté de résister jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce qu'elle ne le puisse plus. C'est donc pendant cette période que le gouvernement actuel du rêve géorgien a dû manœuvrer et vraiment protéger les intérêts de sécurité nationale de la République de Géorgie pour éviter une répétition de tout ce qui a conduit à l'invasion russe de 2008. Si vous pouviez nous en dire un peu plus sur l'Arménie et peut-être même sur l'Azerbaïdjan, étant donné bien sûr que la Géorgie a son propre précédent. Elle a été la première à faire l'expérience de la démonstration de force de la Russie en 2008. Et maintenant, il y a de nouveau l'exemple de l'Ukraine. Elle a donc quelque chose à apprendre de sa propre histoire. En Arménie, nous observons une évolution différente, si l'on peut dire. Du moins, c'est ce qui semble évident. Et il est probable qu'il n'ait pas de précédent propre. Et peut-être qu'ils sont aussi désillusionnés par ce que l'on appelle souvent dans les médias occidentaux le manque de soutien russe à l'égard de l'Arménie pendant la guerre du Haut-Karabakh. Si vous pouviez replacer cela dans son contexte, comment interprétez-vous l'accord de paix actuel entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie? Il y a aussi le corridor de Zangezur, où l'on rapporte que certaines parties de cette zone seraient louées pour 89 ans aux États-Unis. Quelle est la signification de ces développements? Les États-Unis sont-ils en train de s'étendre dans ces régions? Et quelles seraient les implications de cela pour l'Arménie en particulier, mais aussi pour l'Azerbaïdjan? Eh bien, mon point de vue, mon analyse à ce sujet a toujours été que la région est divisée entre 2 visions géostratégiques. D'abord, il y a tout ce monde turcique qui commence en Asie centrale avec l'Azerbaïdjan et la Turquie, n'est-ce pas? Vous savez, la Turquie aide en quelque sorte l'Azerbaïdjan avec le Haut-Karabakh. Et l'idée, c'est que la frontière Turquie-Azerbaïdjan sera reliée via le corridor de Zangezur. Et vous savez, tout cet édifice va s'établir dans le Caucase du Sud comme une sorte de zone pro-occidentale indépendante, une chaîne d'États, l'Azerbaïdjan, la Turquie, dirigée par la Turquie, et les relations diplomatiques de l'Azerbaïdjan, qui incluent ses relations avec Israël. La deuxième partie concerne la Russie, l'Iran et la Roumanie. L'Occident, toute cette chaîne que je viens de mentionner dans la première catégorie, essaie récemment d'attirer l'Arménie dans ce camp, pour parler grossièrement, alors qu'auparavant, l'Arménie était toujours sous l'influence de la Russie. Maintenant, si la stratégie du monde turcique a un avenir plus plausible et réaliste, ce même monde turcique avec l'Arménie, ou l'Arménie dans ce même monde turcique, a, à mon avis, peu ou pas d'avenir, car l'Arménie se trouve dans le camp de la Russie et de l'Iran, surtout la Russie. Mais en ce qui concerne les projets géoéconomiques, l'Iran a toujours soutenu l'Arménie à cause du corridor de Zangezur, car c'est un moyen de remonter vers le nord et de poursuivre la diversification de ses politiques commerciales.
Quand on parle du rôle de l'Arménie dans le remaniement actuel de la mosaïque géopolitique de la région, je vais rester ferme et dire que l'Arménie n'a pas, quand je dis qu'elle n'a pas d'avenir dans cette équation, dans cette nouvelle équation, je parle d'un avenir en matière de sécurité. Personne ne garantira la sécurité de l'Arménie depuis l'Occident. Ce que la France faisait avec l'Arménie, la situation actuelle de l'Arménie vis-à-vis de l'Occident, au sein de l'Occident, tout cela vise soi-disant à affaiblir la Russie. Ce qui est absurde car ce n'est pas ainsi qu'on affaiblit la Russie, en essayant de détacher un pays enclavé, un petit pays du Caucase. La Russie a, je crois, 3000 soldats sur une base soviétique en Arménie que la Russie, peu Dieu nous en préserve, réactiver quand elle le souhaite. Je trouve donc risible de créer des récits qui pourraient susciter des espoirs quant à l'indépendance de l'Arménie vis-à-vis de la Russie, si vous voulez, et à la garantie d'un avenir dans l'infrastructure de sécurité occidentale. C'est le premier point. Deuxième point, réfléchissez à ce qui est arrivé à l'Arménie. L'Arménie affirmait que le Haut-Karabakh lui appartenait, et maintenant le Haut-Karabakh a disparu, peut-être pour toujours, grâce à mon avis, à une réflexion stratégique très sage et clairvoyante de la part de la famille Aliyev et d'Aliyev fils. Vous savez, on peut discuter du système politique de l'Azerbaïdjan, mais c'est un autre sujet. Je parle ici spécifiquement du point de vue de la sécurité nationale et des intérêts de l'État. Je pense que la politique étrangère d'Aliyev est tout simplement brillante. Alors pensez à l'Arménie. Aujourd'hui, l'Arménie a pratiquement perdu toute possibilité de restaurer sa souveraineté nationale, telle qu'elle la concevait. Et l'Occident est introuvable. L'Occident ne dit rien. Sauf que maintenant il affirme d'accord, vos chances de récupérer le Haut-Karabakh ou de l'intégrer à l'Arménie historique comme Erevan l'a toujours envisagé, ces chances se sont évaporées. Donc maintenant, nous allons vraiment essayer de vous pousser, de vous attirer dans ce camp occidental, sans aucune garantie de sécurité, parce que vous n'avez pas besoin de sécurité. Même si vous en aviez eu besoin, au moment où vous en aviez besoin, nous ne l'avons jamais fourni, parce que la Russie a toujours été le protecteur sous son parapluie. Donc la Russie n'a rien fait, et l'Occident ne va rien faire concernant les ambitions territoriales perçues de l'Arménie. Ce qui reste à l'Arménie maintenant, c'est d'utiliser cela comme un petit outil pour l'intégrer à l'ensemble du monde turcique et à l'Occident via des projets géoéconomiques. C'est là que le corridor de Zangezur entre en jeu, car encore une fois, la sécurité n'est plus à l'ordre du jour. C'est en grande partie pour cela que Poutine y consent plus ou moins, parce que la sécurité n'est plus à l'ordre du jour. Poutine comprend que l'Arménie ne représente aucune menace sécuritaire pour Moscou. Mais en ce qui concerne les projets géoéconomiques, que je distingue à nouveau de la structure géopolitique de la région, oui, peut-être que Moscou en souffrira légèrement si elle perd le contrôle, car tout tourne autour du contrôle dans ce cas. Moscou commerce beaucoup, par exemple, avec la Chine ou inversement, et elle pourra toujours gérer son commerce une fois les sanctions levées. Et je suis sûr qu'elles le seront après la fin de la guerre en Ukraine. Je ne pense pas que la Russie aura le moindre problème à relancer son économie. Donc concernant le Zangezur, je pense que c'est l'Iran qui souffrira le plus, à mon avis. Et l'Iran, je pense que c'est en quelque sorte le but collectif de l'Occident avec cette division, avec ce monde turcique opposé à la Russie, à l'Iran, à l'Arménie, et maintenant avec l'Arménie qui se fait entraîner dans tout ce schéma du monde turcique. Je pense qu'il y a un double objectif. Il s'agit d'une continuation de cette politique visant à affaiblir la Russie en s'infiltrant sous le ventre stratégique de la Russie. Underneath the sort of strategic underbelly of Russia, and B, of course, there was Israel's ambitions
Et puis bien sûr, il y avait l'ambition d'Israël contre l'Iran. C'est ainsi qu'on perçoit actuellement l'Azerbaïdjan comme aidant Israël dans sa guerre lors des 12 jours de conflit contre l'Iran. Ainsi, l'Azerbaïdjan est de plus en plus considéré comme faisant partie du camp de ce monde turcique dirigé par la Turquie et Erdogan. Mais en ce qui concerne les projets géoéconomiques, l'Iran s'oppose catégoriquement à être isolé ou coupé du corridor de Zangezur au nord, car l'Iran considère cela comme le projet de Téhéran, je crois que c'est ainsi qu'on l'appelle, le monde de Téhéran ou le monde turcique, le pipeline de Téhéran, comme on l'appelle en Iran. Donc, l'Iran considère cela comme une augmentation, une sorte d'empiètement d'Israël, vous savez, ainsi que de l'Occident et de la Turquie, et comme une forme d'isolement et à terme, une invasion par les politiques occidentales collectives qui mènerait à une nouvelle invasion militaire de l'Iran. C'est là la différence fondamentale. Mais en termes de géopolitique et de sécurité, je ne vois pas en quoi la Russie perd quoi que ce soit. La Russie a consolidé ses intérêts dans le Caucase du Sud vis-à-vis de la Géorgie. Tout cet équilibre, dont la Russie a été en quelque sorte écartée, c'est-à-dire entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, je dirais que ce n'est pas catastrophique pour la Russie. I would say it's not catastrophic for Russia. Russia will always have time to take, La Russie aura toujours le temps, pour ainsi dire, de s'occuper de l'Arménie si la situation devait dégénérer au point qu'elle commence à remarquer d'importantes livraisons d'armes ou une ukrainisation de l'Arménie. Vous savez, les armées russes sont proches de l'Arménie. Donc, d'un point de vue stratégique, l'Arménie, en termes de sécurité, ne présente aucun risque, encore moins de risque existentiel. Le pays qui représente un risque existentiel pour la Russie, c'est l'Ukraine. Et nous voyons comment la Russie a réagi dans ce cas, n'est-ce pas? Elle est prête à se battre bec et ongle pour protéger ses intérêts de sécurité nationale en Ukraine. D'ailleurs, tout récemment, à l'instant aujourd'hui, j'ai lu que Reuters a publié quelque chose selon lequel Poutine aurait demandé à Kiev de céder les régions orientales de l'Ukraine. Et cela, c'est après que des Européens aient été dans le bureau ovale, n'est-ce pas? Donc on voit bien que ce réalisme brutal ne va nulle part. Il y a toute cette discussion, je digresse un peu ici, mais toute la discussion sur le cessez-le-feu versus l'accord de paix. Il y a des différences fondamentales entre les deux. Le cessez-le-feu n'est qu'une sorte de ruse temporaire que les Européens essayent d'inventer. D'ailleurs, ils ne voulaient pas de cessez-le-feu il y a quelques mois. Ils poussaient pour plus de livraison d'armes, n'est-ce pas? Et maintenant, tout à coup, ils veulent un cessez-le-feu, sachant très bien que la Russie est en train d'achever l'Ukraine, en gros. Et puis, il y a ces discussions de paix qui ont un peu embrouillé notre président Trump, ce que je lui reconnais. Cet homme fait des efforts. Et cet homme, vous savez, c'est admirable à bien des égards. Il a essayé d'arrêter cela. Mais ensuite, avec l'article qui est sorti aujourd'hui, c'est juste un signe de plus à quel point toute tentative de négocier la paix est éloignée, sauf si la Russie obtient ce qu'elle veut, ce qui est fondamental. Pas d'autant les régions de l'Est, donc le Donbass, la région de Donetsk, vous voyez. Donc si la Russie n'obtient pas cela, elle en finira. Elle le fera militairement. Elle devra résoudre cela militairement. Je ne vois tout simplement pas d'autre issue. Et puis la troisième option, c'est que maintenant on entend des choses comme « Est-ce que l'Europe revient ?» L'Europe est-elle prête, selon vous, à porter le poids de ce conflit sur ses épaules? Trump a fait, à mon avis, quelque chose de brillant en obligeant l'Europe à acheter des armes aux États-Unis si elle le souhaitait, si elle choisit de poursuivre cette guerre de façon autonome. Cependant, dans quelle mesure cela constituera-t-il réellement une tentative stratégiquement autonome, une tentative pleinement autonome de la part de l'Europe pour poursuivre cette guerre? C'est une autre question, je pense.
Dans le pire des cas, si l'Europe décide de fournir des systèmes d'armes à Kiev et de poursuivre ce conflit d'une manière ou d'une autre, je soupçonne que les Américains seront impliqués, ce qui, encore une fois, ramènera ce conflit à la case départ. Donc, je pense que la réalité brutale de toute cette affaire est évidente à la fin de la journée, à la fin de toute cette histoire selon laquelle l'Ukraine mériterait un avenir radieux en Europe, et tous ces discours idéalistes et ces récits qui ont vraiment empoisonné tout l'espace post-soviétique. Je pense qu'aujourd'hui, avec le retour de la multipolarité, ces républiques, ces régions, se rendent compte que tout cela n'était qu'une supercherie. En fait, que l'Occident collectif n'allait pas garantir leur souveraineté. Et je pense qu'ils ont décidé, à juste titre, du moins dans le cas de la Géorgie, de trouver un terrain d'entente avec la Russie. Et l'ironie ici, ce n'est pas un paradoxe, mais bien une ironie, c'est que la meilleure façon pour la Géorgie de garantir sa sécurité est de dialoguer avec la Russie. Cela a toujours été ainsi historiquement. Donc si l'on parle de pure géopolitique et d'intérêt de sécurité nationale pure, la Géorgie n'a pas d'autre choix que de parler à Moscou. Et ensuite, si l'Occident collectif, Bruxelles, les États-Unis, veut continuer à intervenir, parrainer et à injecter de l'argent dans des projets comme Zangezur, par exemple, qu'il en soit ainsi. La Russie pourrait même s'impliquer lorsqu'il s'agit de projets géoéconomiques. Mais en matière de sécurité, il existe des lignes rouges très claires qui sont fondamentalement distinctes des projets géoéconomiques. Donc, ce que vous dites, en gros, c'est que le cas géorgien est distinct, dans la mesure où il s'agit d'une question majeure de sécurité. Et, à travers une histoire difficile, il semble que l'on apprenne que cette idée, selon laquelle l'Europe et les États-Unis, l'Occident collectif, peuvent garantir votre sécurité, n'est qu'une illusion et qu'il faudrait y renoncer. Cela a été prouvé faux en Géorgie en 2008. Cela a été prouvé faux en Ukraine depuis 2022. Et la Géorgie semble tirer cette leçon. Vous dites aussi que l'Arménie est différente dans la mesure où il n'y a pas de question majeure ou substantielle de sécurité là-bas. Et l'Occident ne croit pas non plus que l'intégration de l'Arménie dans l'appareil de sécurité occidental changerait quoi que ce soit pour la Russie. Ainsi, inversement, la Russie ne le considère pas comme une menace. Par conséquent, toute participation à des projets économiques dans le corridor de Zangezur n'est pas perçue par les Russes comme une menace sécuritaire. Mais en termes de sécurité, puisque cela ne présente pas de menace sécuritaire, je pense que la Russie, Moscou, est prête à acquiescer. Je vais juste terminer mon propos rapidement en disant qu'une fois la guerre en Ukraine terminée, la Russie reviendra dans la région. Elle reviendra dans la région et elle s'en souviendra, elle a une longue mémoire, et elle se rappellera qui a essayé de s'éloigner d'elle et de quelle manière. Et je pense que l'Arménie il y aura une forme de règlement de compte avec l'Arménie à mon avis. Je ne veux pas paraître complotiste ici, mais je pense que l'Arménie ne va nulle part, donc elle doit être très prudente pour convaincre la Russie qu'il ne s'agit que de géoéconomie et non d'une tentative de rejoindre un camp sécuritaire, un camp occidental. Et je suppose que sur le plan géoéconomique, il est également important pour ces pays de se rappeler que la Chine est une puissance en pleine ascension en termes de force économique. Dans une certaine mesure, on peut aussi ajouter que la puissance économique de l'Inde finira par croître, même si ce ne sera pas au niveau de la Chine, mais suffisamment pour qu'elle soit un acteur important dans le corridor de transit nord-sud. Et l'influence occidentale va diminuer. Je veux dire, les économies européennes sont en difficulté et la capacité des États-Unis à concrétiser ces pipelines, ces routes et, vous savez, ces projets d'infrastructure a considérablement diminué. Demandez donc aux Africains,
ils le savent. Et bien sûr, ils comptent dans une certaine mesure sur les États arabes du Golfe, alors qu'en réalité, même ces derniers sont débordés. Je veux dire, ils sont débordés en partie parce qu'ils essayent de restructurer leur stratégie économique vers l'investissement domestique, des projets d'avenir, s'éloignant du pétrole, etc. Ma dernière question, peut-être pourriez-vous nous parler un peu de l'Azerbaïdjan, car quelle est l'équation de l'Azerbaïdjan ici? Est-ce que ça pose, y a-t-il une question de sécurité impliquée, notamment vis-à-vis de la Russie, mais aussi de l'Iran, étant donné que récemment, nous avons vu l'Azerbaïdjan participer très directement à la guerre israélienne contre l'Iran. Mais il y a aussi des rapports sur son implication dans les attaques en toile d'araignée sur le sol russe. Dans quelle mesure cela représente-t-il également un risque pour l'Azerbaïdjan lui-même? Parce que vous avez dit que le projet d'Aliyev a été phénoménalement réussi. Je veux dire, il est réussi si l'on considère la relation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et il se rapproche aussi beaucoup de la Turquie et indirectement d'Israël. Mais dans la mesure où cela aliène l'Iran et potentiellement la Russie, cela représente-t-il un risque sécuritaire à un moment donné? Je répondrai simplement non. Laissez-moi expliquer. Nous connaissons tous le tapage autour de l'affaire d'Ekaterinbourg qui a eu lieu, je crois que c'était fin juin, mi-juin, quand Russes et Bakou ont arrêté les citoyens de l'autre camp. C'était laid, et tout le monde a commencé à dire que, encore une fois, Moscou perdait son emprise sur l'Azerbaïdjan. Mon argument est différent. Ma position est différente à ce sujet. D'abord, je pense qu'Aliyev est très intelligent et comprend qu'il y a des lignes rouges. En matière de sécurité, Aliyev ne veut pas franchir cette ligne avec la Russie et comprend que ce serait une perspective dévastatrice pour Bakou et aussi pour Moscou. Je veux dire, il y aurait des pertes des deux côtés. Mais si cela devait arriver, je pense que c'est la première chose qu'Aliyev essaiera d'éviter. Deuxièmement, l'idée est que ce qu'Aliyev a fait avec l'Azerbaïdjan, c'est d'abord restaurer la souveraineté de son pays, n'est-ce pas? C'est énorme. Ensuite, il a montré à Moscou que l'Azerbaïdjan pouvait agir de manière indépendante dans la région. L'Azerbaïdjan est actuellement l'État le plus puissant et l'a toujours été du Caucase du Sud. Parmi les trois pays, l'Azerbaïdjan est le plus puissant. Cela montre à Moscou que l'Azerbaïdjan ne peut pas être bousculé concernant ses projets géoéconomiques, ses ambitions telles qu'il les conçoit, et son choix dans la manière de gérer ses relations avec l'Occident. Car, comme Aliyev l'a mentionné à de nombreuses reprises, il a exprimé son insatisfaction envers l'Occident, même s'il semble aujourd'hui faire affaire avec lui. Il a critiqué l'Occident en raison de son insistance constante à imposer ce type d'agenda socio-culturel néolibéral à Bakou, en critiquant Aliyev pour son régime, disons, plutôt autoritaire. Donc Aliyev n'aime pas cela. Mais il existe un tout autre Occident où tout le monde peut gagner de l'argent, n'est-ce pas? Donc des projets géoéconomiques. Et ici, je pense qu'Aliyev, Bakou, peut essentiellement montrer à Moscou qu'il est un acteur indépendant. Cela ne signifie absolument pas, à mon avis, qu'Aliyev ou l'Azerbaïdjan vont défier Moscou ou utiliser l'enlisement de la Russie en Ukraine comme une opportunité pour défier Moscou sur le plan sécuritaire. Parce que si vous êtes intelligent, vous devez vraiment regarder vos frontières et dire « Regardez, nous avons restauré nos frontières ». Nous n'avons aucun différend avec qui que ce soit dans la région. Pourquoi chercher la confrontation? Pourquoi entrer dans une compétition sécuritaire avec la Russie, n'est-ce pas? Donc nous allons simplement mettre cela de côté. À mon avis, cette perspective n'a jamais existé. Et je pense que cela peut aussi, d'une certaine manière, consolider à l'avenir sa souveraineté.
c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible pour Moscou de revenir jouer les troubles faits, si vous voulez, en soutien à l'Arménie, n'est-ce pas? Vous savez, l'Azerbaïdjan a récupéré le Haut-Karabakh. L'Arménie a accepté sa défaite. L'Arménie ne représente aucune menace pour Moscou. Et en même temps, l'Azerbaïdjan apparaît très fort en ce qui concerne le maintien de sa sécurité, de son intégrité territoriale et de sa souveraineté. Et donc maintenant, à l'avenir, je ne pense pas que la Russie pourra continuer à jouer ce rôle d'intermédiaire, en fournissant des armes aux deux camps, et en étant un instigateur, ou en maintenant ce conflit, et en faisant le calcul que la poursuite ou même la reprise de ce conflit sert d'une manière ou d'une autre ses propres intérêts. Dans ce domaine, je pense que l'Azerbaïdjan est assez ferme. Ainsi, en ce qui concerne la préservation de sa propre sécurité et la poursuite et le choix de sa propre politique économique et régionale, je pense que l'Azerbaïdjan a accompli des merveilles par rapport à la situation d'il y a 10, 15, 20 ou 30 ans, lorsqu'il était soumis aux ambitions de Moscou, qui jouait le rôle d'intermédiaire, d'équilibriste entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc à mon avis, cette époque est révolue, surtout maintenant que l'Azerbaïdjan bénéficie du soutien de la Turquie. Vous savez, la Turquie a apporté beaucoup plus de légitimité à l'Azerbaïdjan, et c'est essentiellement grâce à la Turquie que l'Azerbaïdjan traite avec Israël et s'affilie davantage à l'Occident collectif. Mais ne nous y trompons pas. S'il y a une compétition sécuritaire dans la région, par exemple, et que l'Azerbaïdjan s'y retrouve à nouveau impliqué, il connaît les lignes rouges avec Moscou. Donc, ce scandale qui a eu lieu, c'était où déjà, à Yekaterinbourg, était en fait la déclaration que l'Azerbaïdjan tournait la page. Mais il est clair que cela ne signifie pas qu'il renonce à créer son propre bloc de sécurité contre la Russie ou à assurer sa propre sécurité. Il a déjà restauré sa souveraineté et désormais, il ne se perçoit plus comme le petit frère de la Russie tutélaire ou son prédécesseur, l'Union soviétique. Donc, socio-culturellement, psychologiquement et sur le plan géoéconomique, je pense que Bakou a réussi à s'en détacher et à mener sa propre politique étrangère, à restaurer sa politique étrangère. Mais en matière de sécurité, peu de choses ont changé. Je pense que Bakou comprend qu'entrer en conflit avec la Russie serait une politique étrangère insensée. Cela a été extrêmement utile, car je dois dire qu'en arrivant à cet entretien, j'analysais la situation un peu différemment. Mon impression générale était qu'il y avait une tendance relativement pro-occidentale dans ces trois régions. En Géorgie, j'envisageais la situation sur le long terme, et à long terme, je voyais un important basculement en faveur de l'Occident. Mais bien sûr, la suspension de l'adhésion à l'UDMLM jusqu'en 2028, j'en tenais compte. Mais j'étais aussi un peu confus quant à sa candidature à l'adhésion après l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Cela m'a troublé. Quant à l'Azerbaïdjan, j'avais une lecture différente, car je ne considérais pas, jusqu'à présent, qu'il était fortement sous l'influence de Moscou. Dans cette mesure, peut-être qu'une inclinaison vers l'Occident rend en réalité l'Arménie relativement plus neutre, tant qu'elle ne s'implique pas dans le jeu sécuritaire, et qu'elle comprend que Moscou a des lignes rouges claires en matière de questions de sécurité. Et l'Arménie, probablement, vous avez présenté une alternative, étant donné qu'elle n'est pas aussi importante que je le pensais avant cette conversation en ce qui concerne la question sécuritaire. Ainsi, tout ce qu'elle fait, c'est participer à ces projets géoéconomiques, qui ne sont jamais aussi clairs et distincts que les questions géostratégiques. Car tous les acteurs, comme vous l'avez indiqué, même la Russie, une fois la guerre terminée, peuvent venir et participer à certains de ces projets si cela leur est bénéfique. Donc, je vais simplement dire quelque chose à ce sujet. Je vous laisse le mot de la fin.
Oh, sure. The security, I think, Oui, bien sûr. Je pense que c'était peu après tout le scandale entre l'Azerbaïdjan et la Russie. Maria Zakharova, c'est bien ça? La porte-parole du Kremlin, où je ne peux pas vraiment dire exactement qui c'était, mais ils ont commenté d'une manière moqueuse quand Erdogan, je crois, a envisagé l'idée de stationner des troupes en Azerbaïdjan même, ce qui aurait été des troupes de l'OTAN. Et le Kremlin a trouvé cela tellement ridicule qu'il a donné une réponse très superficielle. C'était une réponse presque risible. Ne me citez pas sur les mots exacts, mais cela n'a pas été pris au sérieux. Et la réaction a été très cynique face à cette perspective. Ce qui sous-entend que c'est la ligne rouge la plus claire, n'est-ce pas? Je veux dire, le stationnement de troupes turques en Azerbaïdjan, c'est en fait le stationnement de l'OTAN dans le Kirkuk du Sud. Stationing of NATO troops again within the South Caucasus. So that tells you. Cela vous montre à quel point la situation peut évoluer rapidement et sérieusement en matière de sécurité. La Russie surveille cela en permanence. Mais oui, il y a des concessions de part et d'autre. Sur le plan des projets géoéconomiques, la Russie est en position de faiblesse. Mais souvenez-vous de ceci. Au début des années 90, Shevardnadze, avec le soutien de ses amis à Washington, a réussi très habilement à détacher la Géorgie de la Russie en ce qui concerne les projets géoéconomiques et à diversifier ses partenariats. Je me souviens très bien que Yeltsin s'y opposait, ou qu'il y avait, vous savez, une sorte d'élite politique collective en Russie qui n'aimait pas ce qui se passait, mais il ne pouvait rien faire. Ils n'avaient rien à ce moment-là. Ils n'avaient rien à ce moment-là. Mais en même temps, ils ont maintenu leur intérêt sécuritaire dans le Caucase du Nord, c'est-à-dire la Tchétchénie, même s'ils étaient à genoux. Et c'est ce que tout le monde essaye commodément d'ignorer. Même lorsque la Russie était au plus pauvre, sortant des ruines soviétiques, elle a réussi. De plus, militairement, elle a toujours été forte. Je veux dire, c'était économiquement complaisant. Aussi inefficace et brutale que l'armée russe ait toujours été, elle a réussi à créer sa sphère d'influence dans le Caucase du Nord, en Tchétchénie et dans le Caucase du Sud, en Géorgie. Donc, toute cette idée selon laquelle la Russie perdrait son emprise sur le Caucase du Sud, ou que le Caucase du Sud pourrait être envisagé sans la Russie, me paraît absurde. Ces républiques doivent être extrêmement prudentes et ne pas se laisser emporter ou enthousiasmer par de nouvelles promesses occidentales, en quelque sorte illusoires, selon lesquelles elles seraient amenées vers un avenir radieux. Car l'Ukraine a vraiment montré au Caucase du Sud la réalité de l'ampleur des moyens que la Russie est prête à employer pour protéger ses intérêts de sécurité nationale. C'était extrêmement utile, je dois le dire, car l'une des choses avec lesquelles je luttais dans ma lecture de ce qui semblait être, ou plutôt, disons maintenant, ce qui paraît être, un basculement vers l'ouest dans le Caucase du Sud, c'était ceci. Pourquoi ferait-il cela à un moment où l'histoire a clairement démontré qu'il y a un grand danger et une certaine folie à s'orienter inconditionnellement vers l'ouest? C'était donc une sorte d'énigme, mais votre analyse est plus cohérente, car elle montre maintenant qu'il n'y a pas de basculement direct, clair ou évident vers l'ouest. Et cela signifie aussi que ces nations, ces dirigeants, réfléchissent de manière pragmatique à l'endroit où se trouve leur avenir. Ils sont également, à bien des égards, conscients des risques qui sont créés. Et enfin, je pense qu'un point qui s'est éclairci au fil de cette conversation, c'est qu'il existe des sphères. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des sphères que, selon vous, la Russie considère très clairement comme relevant de sa sécurité. Et là, elle a des lignes rouges très nettes. Et ce n'est pas nécessairement la même chose que les sphères d'influence économique, où la Russie pourrait ne pas apprécier, mais finirait peut-être par céder davantage.
Et là, le jeu est ouvert. Tout le monde va investir, faire des affaires, etc. Je vais m'arrêter ici, à moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter dans vos remarques de conclusion. Mais je vous remercie beaucoup pour votre temps. Thank you very much. Now, Merci beaucoup. J'espère que mes points de vue, du moins c'est ce que je pense, évidemment, seront utiles. J'espère que votre public en retirera quelque chose. Merci infiniment pour cette opportunité. Cela a été très utile. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu jusqu'à présent et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.